بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 1, Introduction aux énergies renouvelables. Comme toujours, on commence par l'introduction. Donc, nous avons avec la révolution industrielle, le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère a commencé à s'accroître avec l'utilisation à grande échelle de l'énergie fossile comme source principale d'énergie. En effet, l'humanité consomme actuellement 30 fois plus d'énergie qu'il y a un siècle. C'est quoi l'énergie? L'énergie vient du mot grec energia, qui signifie force en action. L'énergie désigne tout ce que permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur et de la lumière, produire un mouvement. Dans le système international d'unité, l'énergie s'exprime en joules ou en kilowatts par heure. Les différentes formes d'énergie, on va commencer par l'énergie se manifeste de multiples façons, soit sous forme mécanique, thermique, chimique, rayonnante ou bien nucléaire. Elle peut toujours se convertir d'une forme à une autre. On va commencer par l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, c'est la somme de deux autres énergies, c'est l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. C'est quoi l'énergie cinétique? Donc, c'est l'énergie des objets en mouvement. Plus la vitesse d'un objet est grande, plus son énergie cinétique est importante. À titre d'exemple, nous avons l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, etc. Deuxième type, c'est l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, elle est stockée dans les objets immobiles. Elle dépend de la position des objets et elle existe potentiellement, c'est-à-dire elle ne manifeste que lorsqu'il est converti en énergie cinétique. On passe à l'énergie thermique. Donc, il s'agit tout simplement de la chaleur. Celle-ci est causée par l'agitation des molécules dans la matière. Dans une machine à vapeur, elle est convertie en énergie mécanique et dans une centrale thermique, elle est convertie en électricité. Troisième type, c'est l'énergie chimique. Donc, c'est l'énergie associée aux liaisons entre les atomes constituant les molécules. Et certaines réactions chimiques sont capables de briser ces liaisons, ce qui libère leur énergie. On passe aux exemples. Donc, vous avez lors de la combustion, le pétrole, le gaz, le charbon ou encore la biomasse convertissent leur énergie chimique en chaleur et en lumière. Dans les piles, les réactions électrochimiques qui ont lieu produisent de l'électricité. Troisième type, c'est l'énergie électrique. Donc, l'énergie électrique représente l'énergie transférée d'un système à un autre grâce à l'électricité, c'est-à-dire par un mouvement de charge électrique. On passe maintenant aux énergies non renouvelables. Il existe deux sources d'énergie non renouvelables. Nous avons l'énergie fossile et l'énergie nucléaire. On va définir l'énergie fossile, donc c'est le charbon, le pétrole et le gaz naturel proviennent de la décomposition de végétaux et d'organismes vivants qui ont été enfouis sous la terre. Ces ressources diminuent quand on les utilise car il leur faut 10 millions d'années pour se former. Le gaz naturel, c'est une source d'énergie fossile naturelle qui se forme sous terre sur de très longues périodes. C'est principalement composé de gaz comme le méthane. On l'utilise pour produire de l'électricité, chauffer les maisons, etc. Lorsqu'il est brûlé, il libère de l'énergie, mais aussi du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qui contribuait au changement climatique. Maintenant, on va parler comment se forme ce gaz. Le gaz naturel se forme à partir de la décomposition de matière organique qui a eu lieu il y a des millions d'années. Voici le processus de formation simplifié. La première étape, c'est la décomposition de matière organique.
Au fil du temps, les organismes tels que des micro-organismes, des algues, pardon, et des plantes meurent et s'accumulent dans des zones humides, des maraîsages ou des fonds marins, bien sûr. Deuxièmement, nous avons l'enfouissement et compression. Ces dépôts de matière organique sont ensevelés par des couches successives de sédiments, ce qui crée des conditions de pression et de température élevées. Troisièmement, nous avons la transformation chimique. Donc, sous l'effet de la chaleur et de la pression, la matière organique se transforme en composés riches en carbone et en hydrogène, principalement du méthane, ce qu'on appelle le CH4, mais aussi d'autres hydrocarbures plus lourds. Quatrième étape, c'est la migration et stockage. Le gaz naturel a tendance à migrer à travers les pores des roches sédimentaires, souvent vers des formations géologiques appelées réservoirs. Ces réservoirs, s'ils sont imperméables, permettent au gaz de s'accumuler en quantité économiquement, exploitable. On termine avec la dernière étape, c'est le forage et extraction. Pour extraire le gaz naturel des puits sans forêt, dans les réservoirs où il est piégé. Une fois extrait, le gaz peut être transporté via des pipelines pour être utilisé comme source d'énergie. On passe maintenant aux avantages du gaz naturel. Premièrement, c'est l'émission du CO2 moins élevée. Le gaz naturel produit moins de dioxyde de carbone, le CO2, lors de la combustion. Par rapport au charbon et au pétrole, il est considéré comme une source d'énergie fossile plus propre en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Deuxième avantage, c'est l'abondance et fiabilité de l'approvisionnement. Le gaz naturel est relativement abondant et largement disponible dans de nombreuses régions du monde. Il offre une source d'énergie fiable et continue car il n'est pas dépendant des conditions météorologiques comme l'éolienne et le solaire. Troisième avantage, c'est l'efficacité énergétique. Donc, les centrales électriques au gaz naturel sont généralement plus efficaces que celles au charbon, ce qui signifie qu'elles peuvent produire plus d'électricité à partir de la même quantité de combustible. La dernière, c'est l'utilisation polyvalente. Le gaz naturel est utilisé pour une variété d'applications, notamment la production d'électricité, le chauffage résidentiel et industriel, ainsi que comme carburant pour les véhicules. On a terminé avec les avantages, on passe aux inconvénients. Premièrement, l'émission de gaz à effet de serre. Bien que moins émetteur de CO2 que le charbon ou le pétrole, le gaz naturel émet toujours du CO2 lors de sa combustion. Il émet également du méthane, un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant à court terme que le CO2. Deuxièmement, c'est la dépendance à une ressource non renouvelable. Le gaz naturel, c'est une ressource non renouvelable, ce qui signifie qu'il finira par s'épuiser. Son utilisation prolongée, son effort de transition vers des sources d'énergie plus durables peut poser des problèmes à long terme. Troisième désavantage, c'est l'impact environnemental de l'extraction. L'extraction du gaz naturel, en particulier par fracturation hydraulique, peut avoir des impacts environnementaux tels que la contamination des eaux souterraines et la perturbation des écosystèmes locaux. On termine avec la dernière, bien sûr, c'est la dépendance géopolitique. Certains pays peuvent dépendre fortement des importations de gaz naturel, ce qui peut les rendre vulnérables à des fluctuations des prix ou bien des problèmes d'approvisionnement liés à la politique internationale. On a terminé avec le gaz naturel, on passe au pétrole. Donc le pétrole, c'est une substance naturelle et liquide que l'on trouve sous la surface de la Terre. Elle est formée à partir de matières organiques comme les plantes, les animaux qui se sont accumulés et ont été soumises à des pressions et des températures élevées pendant des millions d'années.
On extrait le pétrole pour en faire divers produits comme l'essence, le diesel, le plastique et d'autres matériaux utiles dans notre vie quotidienne. Comment se forme le pétrole? Donc, le pétrole se forme à partir de la décomposition de matières organiques sur de très longues périodes de temps, process qui se déroule sous la surface de la Terre. Voici les étapes principales de sa formation. Premièrement, le dépôt de matière organique. Tout commence lorsque des organismes marins et terrestres meurent. Le reste, tels que les algues, les planctons, des coquillages et des débris végétaux, tombent au fond des océans et des lacs. Deuxième étape, c'est la sédimentation. Les restes organiques sont recouverts par des sédiments tels que du sable, de l'argile et des minéraux qui se déposent au fil de temps. Cette accumulation exerce une pression sur les restes organiques en flux. Troisième étape, c'est la transformation chimique. Sous l'effet de la pression, de la chaleur croissante à mesure que les couches de sédiments s'accumulent, les matières organiques subissent des transformations chimiques. Ce processus appelé diagénèse convertit les restes en une substance appelée kérogène. Quatrième étape, c'est la formation de pétrole brut. C'est les conditions de pression et de température sont appropriées, le kérogène continue de d'évoluer. Il se transforme en hydrocarbures liquides et gazeux, donnant naissance au pétrole brut. On termine avec cinquième étape, c'est la migration. Le pétrole a tendance à se déplacer à travers les pores et les fractures de la roche pour atteindre des réservoirs souterrains. Cela se produit car le pétrole est moins dense que les roches environnantes et a une certaine mobilité. Donc, comme le gaz, on va parler des avantages du pétrole. Premièrement, c'est une source d'énergie polyvalente. Le pétrole, c'est une source d'énergie très polyvalente. Elle est utilisée pour produire de l'électricité, pour le transport, essence, diesel, kérosène. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs industriels. Deuxième avantage, c'est la facilité de stockage et de transport. Le pétrole est relativement facile à stocker et à transporter par rapport à certaines d'autres sources d'énergie comme le gaz naturel ou bien l'énergie électrique. Troisième avantage, c'est la création d'emplois et stimulation économique. L'industrie pétrolière crée de nombreux emplois, tant directement dans l'extraction et la production que dans les industries connexes. Elle contribue également de manière significative aux économies nationales de nombreux pays. La base pour la fabrication de produits chimiques, donc de nombreux produits chimiques et matériaux tels que les plastiques, les médicaments, les lubrifiants sont dérivés du pétrole. Quels sont les inconvénients du pétrole? Donc, premièrement, émission de gaz à effet de serre. Donc, la combustion du pétrole libère des dioxydes de carbone, le CO2, et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, contribuant au changement climatique, bien sûr. Deuxièmement, c'est la dépendance aux importations. De nombreux pays sont dépendants du pétrole importé, ce qui les rend vulnérables aux fluctuations des prix, aux instabilités politiques dans les pays producteurs. Troisièmement, c'est l'accident environnemental. Les accidents liés à l'exploitation et au transport du pétrole, tels que le dévertissement de pétrole en mer, peuvent avoir des conséquences graves sur les écosystèmes et la vie marine. Quatrièmement, c'est l'épuisement des réserves. Le pétrole, c'est une ressource non renouvelable, ce qui signifie qu'il finira par s'épuiser. Bien que les réservoirs connus soient importantes, elles ne sont pas infinies. Cinquièmement, la dépendance à une seule source d'énergie. Donc, la surreliance au pétrole peut entraîner une fragilité économique et des risques en cas de perturbation dans son approvisionnement. Les conflits liés aux ressources, donc l'accès et le contrôle des ressources pétrolières, peuvent être à l'origine de conflits géopolitiques et de tensions entre les nations.
Donc, on va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.